Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième conférence de l'Agile Week. Nous allons aujourd'hui vous parler du numérique durable et plus précisément de répondre à la question en quoi et comment l'agilité permet de faciliter l'intégration du numérique responsable dans vos projets. Je suis Charlène Gonnet, je suis basée à Lyon, je suis avec Jérémy Santès. Nous sommes tous les deux consultants et formateurs en éco-conception et numérique responsable. Nous allons dans un premier temps découvrir quels sont les impacts du numérique et les enjeux qui en découlent pour le numérique durable. Puis, nous allons parcourir les 12 principes de l'agilité et identifier quelles sont les corrélations avec le numérique durable. Enfin, nous verrons comment mettre en œuvre concrètement une démarche d'éco-conception dans vos projets agiles. Nous finirons par un temps de questions-réponses à la fin de cette session. Nous aurons environ 15 minutes pour ce faire. Donc, n'hésitez pas tout au long de la session à poster vos questions directement depuis l'onglet questions. Alors, dans le chat, vous avez deux onglets, un onglet chat et un onglet questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et vous pouvez à tout moment voter sur les questions que vous aimez pour nous permettre de prioriser à la fin si besoin. Et je vous propose de commencer. Et on commence tout de suite sur une présentation rapide sur le numérique durable. Le numérique durable, c'est un sujet qui traite de l'impact du numérique sur l'environnement. En 2019, il y a un rapport du Shift Project qui annonçait que 4% des émissions de gaz à effet de serre étaient dues au numérique. 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire l'équivalent de l'aviation civile. Et l'impact, il n'est pas que en matière de gaz à effet de serre, c'est-à-dire de réchauffement climatique. C'est un impact qui a aussi un impact aussi sur le stress hydrique, un impact aussi en matière de consommation énergétique et en matière d'excavation de matières premières. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces chiffres, mais si vous regardez en bas à gauche, vous avez donc l'impact pour un Français par jour. Et donc, l'impact pour chacun d'entre nous autour de la table, c'est l'équivalent en termes d'énergie primaire. Je ne sais pas si ça le fait pour vous aussi, mais on a les slides qui font des rondes. Donc, on a l'impact pour un Français par jour, c'est l'équivalent en matière d'énergie d'un radiateur électrique de 1000 watts allumé pendant 8 heures. C'est l'équivalent en matière de gaz à effet de serre de 6 km en voiture, soit un quart du forfait gaz à effet de serre soutenable individuel. C'est l'équivalent de 3 packs d'eau minérale, donc de 3 fois 9 litres. Et enfin, c'est l'équivalent de 3 fois notre poids de matière excavée pour nous permettre de construire les équipements. Donc un impact en matière de réchauffement climatique, mais aussi sur la biodiversité et en matière de ressources rares. Afin de comprendre d'où proviennent ces impacts du numérique, nous utilisons cette grille de lecture qui nous représente donc un service numérique à travers une architecture 3 tiers, donc les terminaux utilisateurs, les réseaux, les data centers, à travers les 4 impacts clés qui ont été présentés par Jérémy et à travers 2 phases du cycle de vie qui sont les plus importantes en termes d'impact, que sont la fabrication et l'utilisation. Grâce à cette grille, elle nous permet de constater que les 3/4 des impacts ont lieu au niveau des terminaux utilisateurs, donc la première ligne, et plus particulièrement la phase de fabrication. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité des impacts du numérique sont dus à la fabrication de nos PC, de nos tablettes, de nos smartphones. Ensuite, la deuxième source d'impact, c'est l'utilisation des infrastructures réseau. Nos box Wi-Fi, nos réseaux 4G, 5G, etc. Concrètement, dès qu'on souhaite transporter de la donnée, on sollicite le réseau, on consomme notamment de l'énergie primaire. Envoyer et recevoir un email, faire une recherche Google, visionner une vidéo YouTube, une série Netflix, etc. Tout ça, c'est des impacts au niveau de l'utilisation des réseaux. Et enfin, contrairement aux croyances, en seulement 3e position, l'utilisation des data centers, plutôt sur la partie consommation d'énergie primaire. Nous observons ces dernières années une croissance exponentielle des impacts du numérique. Il y a 3 facteurs qui l'expliquent, vous l'avez compris. On va avoir la multiplication du nombre d'équipements par 6 versus la diminution drastique de la durée de vie de ces équipements.
Donc, tout ça, ça entraîne toujours plus de fabrication de terminaux, donc des impacts très importants. Et puis, en troisième facteur, on a l'augmentation du volume de données échangées, donc le big data, la sollicitation des infrastructures réseau, qui va donc émettre toujours plus d'impacts environnementaux. En parallèle de ces trois facteurs, on observe un phénomène d'obésiciel. Ce qu'on appelle l'obésiciel, c'est tout simplement que en 1995, on avait des pages web qui pesaient en moyenne 14 kilooctets. À l'époque, l'objectif, c'était d'améliorer la performance de nos pages web, de nos services numériques. 20 ans plus tard, on va avoir des pages qui sont en moyenne 115 fois plus lourdes, sans répondre 115 fois plus aux besoins, sans être 115 fois plus performante pour les utilisateurs. Et tout ça, ça a des vrais impacts. Et ça a des impacts notamment sur l'obsolescence de nos terminaux, puisque on ne va pas pouvoir utiliser les services sur des anciens dispositifs, etc. Et tout ça, c'est un cercle vicieux, vous l'avez compris, qui cause toujours plus d'impact. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour le numérique durable, ça va être de parler d'efficience, c'est-à-dire comment on conserve un niveau de performance identique, alors on peut toujours l'améliorer, mais tout en limitant, en optimisant, en réduisant les moyens informatiques nécessaires et donc les impacts numériques. À droite, vous pouvez voir la courbe des impacts avec les 4% que nous a présenté Jérémy donc, en 2019. Et on a deux scénarios possibles. Le premier qui est la courbe du haut, où on poursuit la croissance telle qu'à aujourd'hui, le fonctionnement actuel. Et l'idée, c'est qu'en 2025, on sera pas à 4%, mais à 8% des impacts du numérique mondiaux des impacts dus au numérique. Donc ça, c'est le scénario catastrophique. Et il y a le scénario avec sobriété, où là, on va pouvoir limiter, réduire nos impacts environnementaux. Et c'est ce scénario qu'on va vous présenter par la suite. Et donc face à cet impact, eh bien l'écosystème, donc depuis 2 ans, se met en bringue. On a notamment la réglementation qui s'accélère. On peut voir que depuis cette année, depuis 2021, il y a l'article 55 de la loi anti-gaspillage qui impose aux acteurs publics de promouvoir l'éco-conception. On a, à partir de 2022, l'article 13 de la loi AGEC qui vient imposer aux acteurs fournisseurs d'accès Internet de communiquer sur les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux données de leurs fournisseurs. Et ça peut paraître rien, mais finalement, c'est très structurant puisque ça nécessite pour l'ensemble de l'écosystème de construire un référentiel commun pour définir les règles de mesure d'impact du numérique. Et enfin, on a actuellement une proposition de loi du Sénat qui est en cours de relecture par le Parlement, qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France et qui du coup toucherait toutes les entreprises, avec notamment des restrictions directes pour les organisations, comme par exemple le fait d'interdire le démarrage automatique de vidéos, ou encore l'inclusion de la mesure de l'impact dans les rapports d'activité extra-financiers. On s'arrête là pour la présentation de l'impact du numérique sur l'environnement, mais si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à creuser le sujet avec ces différents liens. Vous aurez accès à la présentation et vous pourrez du coup approfondir le sujet. Face à ce constat, le numérique durable englobe 2 pistes de solutions. La première, on va commencer par celle qui est à droite, c'est IT for Green. C'est l'idée d'un outil numérique, d'un service numérique qui permet de réduire l'impact environnemental d'un processus. Par exemple, Blablacar, une solution de covoiturage qui permet, grâce à sa plateforme, de mettre les utilisateurs en contact pour réduire l'impact environnemental du transport de personnes. Donc ça, c'est le numérique au service de l'environnement. Et on a de l'autre côté, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le Green for IT. C'est une pratique qui vise à améliorer la performance environnementale d'un système d'information en travaillant sur 3 piliers, le hardware, le software et le pilier organisationnel. On va parcourir cette démarche pas à pas, mais juste avant, nous proposons de découvrir quelles sont les valeurs et les principes communs entre l'agilité et le numérique durable. Ce
ce qui va vous permettre de comprendre concrètement comment mettre en œuvre la démarche dans vos projets. Pour ce faire, on va parcourir les 12 principes de l'agilité. Le premier principe qu'on a retenu, c'est réaliser les projets avec des personnes motivées, fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin, faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. Ça, c'est un des principes clés du numérique durable. C'est-à-dire que vous avez absolument besoin d'une organisation avec des sponsors et des moyens pour faciliter la démarche. C'est de se poser la question de pourquoi on l'intègre, quels sont nos objectifs, quels sont nos enjeux, quel est le sens derrière et quels sont les moyens qu'on donne à l'équipe pour qu'elle puisse répondre à ce challenge. Le numérique durable, c'est aussi un sujet qui donne du sens aux collaborateurs, qui donne du sens aux équipes. Et en leur fournissant tous les moyens, l'équipe va pouvoir y répondre, l'intégrer dans ses valeurs communes dès le début et s'emparer du sujet grâce à son autonomie pour y répondre. Donc, c'est une des premières idées clés du numérique durable. Ensuite, on va avoir 3 autres principes. Donc, les utilisateurs doivent travailler, représentants, développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. La méthode la plus efficace pour transmettre de l'information est le dialogue en face à face. Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées. Quel est notre message clé côté numérique durable? C'est on a besoin d'avoir une équipe pluridisciplinaire auto-organisée et responsabilisée. Pourquoi? Parce que l'éco-conception, c'est vraiment l'affaire de tous. Vous allez le voir, toutes les parties prenantes sont impliquées dans ce service, doivent travailler ensemble sur tous les aspects. Ça va être sur le développement, sur le code, mais aussi sur le design, sur l'architecture, sur la data, sur les fonctionnalités. Donc, c'est vraiment l'affaire de tous. C'est un des messages clés du numérique responsable. Et tout ça, c'est possible s'il y a une vraie communication, une forte communication régulière entre tous les acteurs tout au long du projet. On a ensuite, dans les principes de l'agilité, la simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile est essentielle. Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités. Un logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement et accueillez positivement les changements de besoin, même tard dans le projet. C'est quoi l'idée clé en face côté numérique responsable? C'est que l'enjeu, l'objectif d'un numérique responsable, c'est de comprendre ce qui va avoir le plus de besoins, le plus de valeur, aux utilisateurs, et donc de répondre aux besoins les plus importants, d'être capable de les prioriser, de les identifier, de les creuser pour pouvoir apporter le juste service à cet utilisateur. On a l'exemple de Google versus Yahoo. Donc Google qui propose une interface sobre, simple, claire et efficace pour pouvoir faire une recherche. Et c'est beaucoup plus apprécié que un moteur de recherche comme Yahoo, où il y en a un peu partout et il y a trop de fonctionnalités. Et cette idée qui est commune à l'agilité, on la retrouve dans le numérique responsable et vous allez la voir, c'est une des premières étapes de cette démarche d'éco-conception, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui a le plus de valeur pour l'utilisateur, quelles sont les fonctionnalités les plus essentielles pour cet utilisateur. Et enfin, les derniers principes, on a livré fréquemment un logiciel opérationnel. Les processus agiles encouragent un rythme de développement soutenable et il faut être capable de maintenir un rythme constant. Il faut avoir une attention continue à l'excellence technique et une bonne conception. Et à intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace. Qu'est-ce qu'on a comme message clé pour finir? Enfin, côté numérique durable, la démarche, c'est une démarche d'amélioration, d'éco-conception continue. On ne peut pas avoir un service qui soit éco-conçu parfaitement du premier coup. C'est une démarche d'amélioration, c'est un équilibre à trouver et c'est des cycles à mettre en place pour pouvoir identifier constamment ce qui a le plus d'impact, ce qui peut être amélioré. Et tout ça, ça se fait grâce justement à un environnement qui le permet. Donc maintenant, on va voir comment concrètement mettre en œuvre la démarche sur vos projets agiles. Donc avant de rentrer dans le détail des projets, un peu de visibilité pour vous sur
le label numérique responsable qui est proposé par l'INR, ça donne un peu une bonne visibilité sur comment le numérique durable, qui est une sous-partie du numérique responsable, peut être amené dans les organisations. Donc ici, les 5 piliers qui sont présentés sont des piliers à mettre en œuvre à l'échelle d'une organisation et pas à l'échelle d'un projet. Et donc, on peut voir, bien entendu, des sujets de stratégie, de gouvernance, des sujets de formation, de communication, et les 3 colonnes de droite qui sont vraiment les piliers du numérique durable. Le travail sur les démarches transversales, on va travailler sur les achats responsables, avoir du matériel reconditionné, par exemple, mettre en place des exigences dans les appels d'offres. On va travailler sur les usages, s'assurer que les ordinateurs, lorsqu'un collaborateur quitte l'entreprise, et bien que son ordinateur, par exemple, puisse être réaffecté, qu'on puisse reconditionner les équipements si besoin, et que travailler sur l'allongement de la fin de vie, par exemple. Et puis, on va travailler avec les fournisseurs externes et les usagers pour les sensibiliser aussi au sujet. Puis ensuite, on a le sujet de la démarche centrée usage. Donc là, on est sur le poste de travail, la téléphonie, l'impression. On va travailler à l'échelle de l'organisation à, par exemple, paramétrer automatiquement son parc pour que automatiquement les impressions soient faites en recto verso, par exemple, ou en noir et blanc par défaut, que les postes de travail se mettent en veille automatiquement au bout de 5 minutes, etc. Et enfin, démarche centrée organisation. Là, on va être sur le parc applicatif de l'organisation, mesurer l'impact de ce parc applicatif, chercher à l'éco-concevoir, et la partie data center et cloud, c'est-à-dire à quel data center on fait appel, est-ce qu'il utilise de l'énergie renouvelable, etc. Sur tous ces sujets qu'on a vus à l'échelle de l'organisation, il y a plusieurs points clés qui peuvent être pertinents, qui sont pertinents à l'échelle d'un projet. Donc, on a mis ici en gris les éléments qui sont plutôt à l'échelle d'organisation, et pour la partie encore en noir, c'est des thématiques pertinentes à mettre en œuvre d'un point de vue organisation. Et donc, concrètement, dans les projets agiles, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors, bien sûr, il y a des choses qu'on peut mettre en place au-delà d'un projet agile, mais qui sont pertinentes dans le cas d'un projet agile. Donc, tout d'abord, on peut organiser des formations et des actions de sensibilisation de l'équipe Scrum, et potentiellement pas que de l'équipe Scrum. On va aussi sensibiliser, par exemple, les métiers, les personnes qui expriment le besoin, pour qu'elles comprennent bien l'enjeu et qu'elles focusent ainsi sur le besoin essentiel plutôt que sur un maximum de leurs besoins. Plutôt concrètement, la sensibilisation, on la recommande pour tous les acteurs, et la formation, peut-être pour les acteurs clés. Alors, ça peut être les architectes, ça peut être les lead développeurs, quelques représentants clés côté métier, et éventuellement UX designer, on en reparlera ensuite. Ensuite, vous pouvez organiser un atelier d'équipe spécifique pour pouvoir intégrer la démarche numérique durable et les nouvelles pratiques au sein de la pratique agile. Troisième et quatrième élément, la notion de valeur, sont des éléments importants dans l'agilité. Autant les valeurs communes de l'équipe, et dans ces valeurs que partage l'équipe, on peut intégrer le numérique durable, ainsi que dans la notion de valeur. Lorsque l'on crée une application, par exemple, qu'est-ce qui a de la valeur? Eh bien, on peut intégrer dans cette définition de la valeur la notion de sobriété numérique. Et enfin, 3 éléments restants, on peut embarquer les nouveaux arrivants en partageant ces éléments qui sont par le biais des supports d'accueil, là aussi de la formation, de la sensibilisation ou encore d'affichage. On peut créer du lien avec les autres équipes en partageant vos rex, en participant à des groupes de travail internes ou au sein de l'écosystème, il y en a pléthore. Et enfin, dernier élément, dans les contrats agiles, qui sont déjà un petit peu originaux par rapport aux contrats classiques, on peut intégrer cette notion d'incentive, de valorisation de l'efficience, c'est-à-dire de valoriser potentiellement même financièrement le gain en matière de réduction de ressources utilisées, puisqu'il y a un intérêt économique pour l'entreprise, donc il y a potentiellement une pertinence aussi à la transposer jusqu'aux équipes. Une fois que vous avez l'organisation en place,
Eh ben, l'étape numéro 2, ça va être d'adopter l'éco-conception. Donc, l'éco-conception, qu'est-ce que c'est? C'est améliorer la conception, la réalisation d'un service numérique en conservant un niveau de qualité, de performance, de service constant et en réduisant la quantité de moyens informatiques nécessaires et donc les impacts environnementaux. Il y a 4 leviers pour cette démarche d'éco-conception. On a les équipements et infrastructures, la couche logicielle, les usages et fonctionnalités et la communication entre les parties prenantes. Donc, pour commencer, la partie fonctionnelle. Un des principes clés de l'agilité, c'est la valeur apportée à l'utilisateur final. C'est également, comme vous l'avez vu, un des éléments clés de l'éco-conception du numérique durable. Pourquoi? Parce que toute fonctionnalité existante et non utilisée a un véritable impact environnemental. Ici, sur cette slide, 2 chiffres clés qui sont super importants. 80% des fonctionnalités demandées par les utilisateurs ne sont jamais ou rarement utilisées. Et 70% du coût d'un logiciel est dédié à sa maintenance. Concrètement, un des premiers leviers pour éco-concevoir, c'est donc d'intégrer une démarche d'analyse fonctionnelle pour identifier quelles sont les fonctionnalités qui sont essentielles versus celles qui ne sont pas essentielles et qui sont à retirer pour réduire les coûts de développement, les coûts d'utilisation et les coûts de maintenance. Et derrière les coûts, également les impacts environnementaux. C'est totalement lié. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire se poser les bonnes questions lorsqu'on va identifier les fonctionnalités et prioriser. Se poser les bonnes questions au niveau des fonctionnalités. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui ne sont pas essentielles, des données pas essentielles, etc. Sur l'usage, le parcours, est-ce qu'on peut simplifier, raccourcir, faciliter le parcours utilisateur? Est-ce qu'on identifie, en prenant un petit peu de recul, des défauts de conception qui bloquent l'utilisateur dans son parcours, qui le ralentit? Et puis après, on peut se poser aussi des questions sur la sollicitation des ressources utilisateurs et la sollicitation des ressources serveurs pour identifier les fonctionnalités qui vont avoir le plus d'impact et voir dans quelle mesure on peut limiter, réduire ces impacts. Pour vous donner un exemple très concret sur, par exemple, la réduction du nombre de résultats affichés, dans un projet réalisé avec Euromaster, qui permet d'identifier un centre Euromaster pour pouvoir faire réparer sa voiture, eh bien, on avait plusieurs centres qui étaient affichés lorsque l'on indiquait sa localisation. Finalement, on n'a pas besoin d'avoir 50 centres. À partir du moment où on a les 3-5 centres les plus proches, eh bien, on est en mesure, a priori, de choisir son centre. Et après, on peut permettre à l'utilisateur d'afficher plus de centres. Mais par défaut, on a une optimisation de l'impact. C'est vraiment cette démarche UX, c'est vraiment super important parce que c'est une des premières questions à se poser avant de rentrer dans la phase technique, la phase de développement. Donc très concrètement, pour mettre en place cette démarche, cette première étape de la démarche, ça va être d'intégrer dans l'équipe des compétences, un UX designer et puis de sensibiliser l'équipe à cette démarche d'UX. Ça va nous permettre de questionner les besoins des utilisateurs, d'analyser et d'optimiser le parcours, l'expérience utilisateur. Ensuite, ça va être de suivre l'utilisation de toutes les fonctionnalités qui sont développées par l'utilisateur pour pouvoir identifier peut-être des fonctionnalités à laisser tomber, à supprimer par la suite. Et puis, de prévoir des user stories de rationalisation, comme vous allez prévoir des user stories pour gérer la dette technique. Ensuite, ce qui va être important, c'est d'estimer pour chaque nouvelle fonctionnalité quel va être l'impact environnemental derrière. Est-ce qui va être positif? Est-ce qui va améliorer, du coup, réduire les impacts de mon service? Est-ce qui va être neutre ou est-ce qui va être négatif? Après, le choix pourra se faire de maintenir ou non, d'ajuster ou non, mais c'est important de savoir quel va être l'impact de ce que vous allez développer et donc de le prévoir au même titre que vous allez estimer l'effort. Et enfin, dans la definition of ready, ça va être intéressant d'intégrer une analyse des fonctionnalités pour se poser notamment la question de la valeur apportée à l'utilisateur final. Est-ce que le besoin est essentiel? Donc, on a vu ici la partie fonctionnelle. Au service de l'éco-conception, on peut aussi travailler d'un point de vue technique. On peut travailler sur l'architecture.
On peut utiliser par exemple une architecture élastique qui va permettre de n'utiliser en termes de ressources que les ressources nécessaires à la charge. On peut travailler d'un point de vue de la donnée avec une stratégie data comme ça a déjà été initié avec le RGPD, qui va permettre de définir pour chacune des données quelle est la température, entre guillemets, de la donnée, c'est-à-dire à quel niveau de rapidité il est nécessaire d'y avoir accès. Et en fonction de plus la donnée sera chaude, plus on va avoir un besoin d'accès rapide et dynamique, plus elle sera froide, voire glacée, plus ça veut dire qu'on se rapprochera de l'archivage. Et on pourra adapter le support hardware qui se trouve derrière chacune des données. Typiquement, une donnée qu'on a besoin, pour laquelle on aurait besoin d'avoir un accès rapide, on va peut-être plutôt la stocker sur un disque flash, tandis qu'une donnée qui est archivée et qui est très peu utilisée, on va peut-être plutôt la stocker sur une bande magnétique. Et puisqu'effectivement, l'impact est très différent en fonction du support de stockage. Et enfin, d'un point de vue code, eh bien, on peut s'appuyer sur les 115 bonnes pratiques d'éco-conception web. Alors, bien sûr, le sujet n'est pas que autour du web, mais aujourd'hui, en matière d'éco-conception, ces 115 bonnes pratiques sont celles qui sont les plus reconnues au sein de l'écosystème. Donc, on va pouvoir s'appuyer sur ces bonnes pratiques. Donc, concrètement, dans vos projets, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va pouvoir former l'équipe Scrum aux 115 bonnes pratiques d'éco-conception, ainsi qu'à la philosophie du craftsmanship. On va pouvoir intégrer une analyse technique dans la definition of ready. C'est un peu ce qu'on présentait précédemment, c'est-à-dire d'un point de vue technique, est-ce que l'US va permettre de minimiser ou d'augmenter l'impact environnemental? On va pouvoir intégrer une analyse technique dans la definition of done. Est-ce que les 115 bonnes pratiques sont respectées? Alors, peut-être que les 115 bonnes pratiques ne sont pas nécessaires chacune une par une. Il y en a peut-être certaines qui sont notamment spécifiquement dédiées à un CMS. Il y en a d'autres qui peuvent être des bonnes pratiques d'éco-conception, mais qui ne sont pas forcément des bonnes pratiques en termes de transmission de la connaissance au sein de l'équipe. Je vous laisserai creuser ces bonnes pratiques. Donc, à vous de faire votre choix, d'identifier celles qui sont les plus pertinentes d'un point de vue environnemental et aussi au service de l'équipe. Ensuite, on va réaliser rapidement les corrections en cas de mauvaise pratique identifiée et on va prévoir des US d'optimisation au même titre que l'on gère la dette technique, là encore, cette fois-ci non pas d'un point de vue fonctionnel, mais d'un point de vue technique. Et cet élément-là, il va être pertinent pour pouvoir garder, d'avoir toujours des US d'optimisation à disposition. Ça va permettre de s'assurer d'avoir une charge constante pour l'équipe Scrum et donc s'assurer qu'on stabilise l'équipe et la gestion de la connaissance. On a parlé donc d'éco-conception et on va pouvoir maintenant parler d'amélioration continue. Donc, comme on l'a dit au début, l'un des éléments clés, c'est l'amélioration continue, c'est de s'assurer que, pour pouvoir éco-concevoir et optimiser l'impact environnemental de notre solution, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il va falloir mettre en place une démarche d'amélioration continue. Donc, définir des objectifs, des KPI, trouver les outils qui vont permettre d'automatiser au maximum ce suivi et cette identification d'axes d'optimisation. Et bien sûr, les démarches DevOps sont au cœur de ce dispositif. Donc concrètement, on va pouvoir automatiser le suivi de certains indicateurs. On va pouvoir notamment, au lieu de monitorer la performance, on va pouvoir monitorer l'efficience, c'est-à-dire la performance, mais au regard des ressources techniques, des ressources matérielles utilisées. On va pouvoir aussi inclure le numérique durable dans les outils de calimétrie. Par exemple, il y a des outils comme Sonar qui commencent à automatiquement checker certaines des 115 bonnes pratiques pour s'assurer qu'elles sont respectées. Et on va pouvoir enfin mesurer l'impact environnemental pour une unité fonctionnelle donnée via l'ACV. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, mesurer l'impact environnemental de l'ensemble de nos équipements à la fabrication, à l'usage, en matière de gaz à effet de serre, d'énergie primaire, d'eau et de matériaux rares. Donc ça, c'est les conditions, on va dire, de l'ACV, qui est la norme ISO 14040 qui structure la mesure de l'impact. Et on va faire cette mesure de l'impact pour une unité fonctionnelle
quelque chose qu'on va pouvoir, une mesure qu'on va pouvoir reproduire au cours du temps. Par exemple, si on est la SNCF, on va pouvoir mesurer l'impact associé à l'achat d'un billet de train. Et qu'on achète un billet de train aujourd'hui ou dans 5 ans, peut-être que le système aura évolué, mais la valeur sera la même. Et donc, la question, c'est à valeur constante, à unité fonctionnelle constante, quel est l'impact associé. Et enfin, on va pouvoir organiser des sprints innovation qui sont parfois courants dans certains projets. Et sur ces sprints innovation, on va pouvoir travailler sur la thématique numérique durable et travailler sur l'amélioration continue. Et je vous présente ici quelques exemples concrets de sprints innovation sur lesquels on travaille chez Sopra Steria. On a un premier projet qui travaille, donc c'est côté RTE, on travaille à l'automatisation du plugin Green IT Analysis. Green IT Analysis, c'est un plugin qui permet d'automatiser la mesure de l'impact pour une page web, qui permet d'automatiser la vérification de 24 des 115 bonnes pratiques. Et donc l'objectif de ce projet de R&D, c'est donc de l'intégrer, d'intégrer cet audit au fur et à mesure au sein des workflows DevOps. On a un deuxième projet, cette fois-ci au sein du ministère de l'Intérieur, pour automatiser la remontée de l'impact associé à l'usage des serveurs. Donc pour ça, on utilise Scaphandre ou encore Power API, qui va permettre de remonter la consommation des serveurs, et ensuite on va pouvoir transposer cette consommation en impact environnemental au regard du mix énergétique du pays dans lequel on se trouve, puisque l'impact environnemental d'un kilowattheure en France ou en Chine n'est pas le même. Et enfin, troisième projet, cette fois-ci sur lequel on travaille avec l'écosystème, Boavista, qui est un regroupement de plusieurs acteurs que je vous recommande. Et on travaille sur justement cette notion d'industrialisation, d'automatisation à travers une architecture modulaire qui va permettre d'automatiser la mesure de l'impact dans un premier temps et peut-être dans un second temps de commencer à travailler à des recherches d'axes d'optimisation. On arrive à la fin de notre présentation et on vous propose une petite synthèse très concrète pour mettre en œuvre le numérique durable dans vos projets agiles. Alors, au niveau de l'expression de besoin, c'est super important que le product owner challenge les métiers, les utilisateurs, pour identifier quels vont être le ou les besoins essentiels et éviter de diminuer un maximum de produire un maximum de fonctionnalités qui ne seront pas utilisées par la suite ou peu utilisées. Ensuite, ça va être d'analyser et de créer le backlog avec les user stories. Et là, à ce moment-là, notre product owner, il est responsable de prioriser dans la suite toutes ces user stories pour maximiser la valeur qui va être apportée aux utilisateurs. Dans la phase de conception, d'intégrer un UX designer dans l'équipe pour qu'il puisse mettre en œuvre cette démarche du UX design le plus en amont possible pour comprendre, analyser le besoin des utilisateurs et optimiser le parcours par la suite. Ensuite, l'architecte va devoir inclure l'impact environnemental dans ses critères de pondération pour pouvoir prendre une décision sur le type d'architecture qui va être utilisé, qui va être mis en place. Et enfin, l'équipe Scrum va devoir, tout au long de la conception, anticiper les impacts que va avoir le service en termes d'environnement. Côté développement, l'équipe Scrum donc, va pouvoir suivre les 115 bonnes pratiques d'éco-conception et adopter la philosophie craftsmanship. Et puis, elle va pouvoir, grâce au peer review, challenger le code des différents acteurs de l'équipe Scrum, avec justement cette réflexion de comment optimiser l'utilisation de ressources. Ensuite, à l'étape du test, l'équipe Scrum va pouvoir tester son code au regard des 50 bonnes pratiques et vérifier l'absence de green bug ou de green regression. Une fois passé le test, la validation métier va permettre d'identifier les possibles difficultés fonctionnelles des utilisateurs, ce qui était déjà le cas aujourd'hui, mais on va pouvoir aller plus loin et quantifier l'impact environnemental associé à ces difficultés fonctionnelles. Et enfin,
pour la partie mise en production, on va avoir l'Ops qui va pouvoir monitorer en temps réel l'efficience et la mesure de l'impact. Et il va pouvoir ainsi alerter l'équipe en cas d'écart. Et enfin, dernier élément clé, donc on a bien vu ici, quand on travaille sur le numérique durable, on s'intéresse à l'ensemble du cycle de vie, autant des équipements que de l'application. Et donc, un dernier élément clé, c'est la notion de décommissionnement, puisqu'effectivement, on a beaucoup d'environnements, beaucoup d'espaces de stockage, beaucoup de serveurs qui sont réservés, qui sont bloqués pour des applications qui potentiellement ne tournent plus, pour des fonctionnalités qui ne tournent plus, d'où l'important de décommissionner nos applications, nos fonctionnalités, etc. Voilà, on a fait le tour du sujet numérique durable et de comment le numérique durable pouvait profiter de l'agile pour être déployé au sein des organisations. Merci beaucoup pour votre attention. Et pour vos questions. On est à votre disposition si vous avez des questions. Alors, on pourrait prendre... Ouais. Existe-t-il un outil pour avoir un score technique d'application des 115 bonnes pratiques? Donc, effectivement, il y a l'outil Green IT Analysis dont on parlait, qui est un outil qui réunit EcoIndex et Ecometer. EcoIndex qui donne une note d'impact pour une page et Ecometer qui check 24 des bonnes pratiques et qui donne, et c'est donc là plutôt côté index, on a plutôt une note globale pour la page. C'est un outil qui est très pertinent d'un point de vue sensibilisation, donc une première étape essentielle, qui va pouvoir commencer à donner des pistes, mais ensuite, si vous voulez aller plus loin dans la démarche, eh bien, l'outil a ses limites. Et aujourd'hui, pour checker l'ensemble des 115 bonnes pratiques, ben, on est plutôt sur de l'audit manuel. Mais pour autant, il y a plusieurs travaux. Je n'ai pas partagé tous les travaux de R&D sur lesquels on travaille, mais on a notamment un travail de R&D avec Enedis sur l'automatisation, l'inclusion de ces 115 bonnes pratiques pour le PHP au sein de Sonar. Et je crois que même au sein de l'entreprise Sonar, ils travaillent sur le sujet. Ouais, c'est pour donner qu'un exemple, mais il y a plein de... L'écosystème est en effervescence sur le sujet, donc il y a plein de solutions possibles. Existe-t-il des méthodes plus précises pour estimer l'impact environnemental d'une US? Alors, c'est une bonne question. On va dire que ça dépend de l'US. Quand on est dans une fonctionnalité, à partir du moment où vous êtes capable de quantifier en temps pour l'utilisateur ce que ça vient challenger dans son temps de parcours, eh bien, vous êtes capable de le transposer en termes d'impact environnemental, puisque le temps de parcours, eh bien, c'est du temps de consommation de son ordinateur, c'est du temps de consommation des serveurs, et c'est une part au prorata de l'impact à la fabrication des serveurs, des équipements réseau, etc. Pour autant, aujourd'hui, en tout cas, on est plutôt un peu de la même manière qu'on va quantifier l'effort avec une suite Fibonacci, on est plutôt dans cette même dynamique de se dire, OK, est-ce que là, je suis plutôt sur une US qui a un impact positif, négatif, neutre? Le label numérique responsable est-il déjà ou va-t-il devenir obligatoire pour répondre à des appels d'offres, notamment appels d'offres publics? C'est une bonne question aussi. Alors, aujourd'hui, on n'a pas rencontré chez Soprasteria de clients qui imposaient le label numérique responsable. On est plutôt sur un label qui est encore jeune, qui est pas encore généralisé. On peut imaginer que dans les années à venir, ils deviennent nécessaires pour répondre à des appels d'offres. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas encore nécessaire. A contrario, les 115 bonnes pratiques, aujourd'hui, nous sont déjà imposées par certains clients, notamment Airbus. Et puis, on a une quantité très importante de clients qui nous demandent concrètement qu'est-ce qu'on fait en matière d'éco-conception. Voilà. Le groupe Soprasteria est-il labellisé numérique responsable? Alors, le groupe Soprasteria n'est pas encore labellisé numérique responsable. On sort d'un premier audit interne sur le sujet. On a
beaucoup de sujets sur lesquels on a bien avancé ces 2 dernières années. On a d'autres points sur lesquels on a encore des axes d'amélioration. Et voilà, là encore, on a une réflexion interne pour savoir ce qui fait pertinent de se labelliser. La labellisation a un coût. Et pour autant, voilà, ça dépend aussi de la demande client. Et on peut être aujourd'hui mettre en œuvre des démarches numériques durables qui sont, enfin voilà, on peut déjà travailler dans cette dynamique sans être sous la contrainte forte, puisque le label numérique responsable est vraiment propose une contrainte forte pour amener l'ensemble du secteur du numérique vers dans la bonne direction. Comment mesure-t-on l'efficacité d'une éco-conception? Eh bien, par la mesure de l'impact avant tout. À unité fonctionnelle constante, est-ce que mon impact a augmenté ou est-ce qu'il a diminué? C'est l'élément clé, c'est la mesure de l'impact qui va permettre de suivre au cours du temps la pertinence de la conception de nos solutions. Donc, grâce à une analyse fonctionnelle de l'utilité de la fonction et grâce à une analyse technique des bonnes pratiques, etc. Avez-vous des exemples de gains obtenus par cette approche? Alors, on va dire que c'est très propre à chaque application. Une application métier au sein d'une entreprise n'est pas utilisée par la même quantité d'acteurs et pour autant va peut-être nécessiter beaucoup plus de ressources. Typiquement, une IA va être très entraînée et donc va avoir peut-être un gros impact à l'entraînement et peut-être moins d'impact à l'usage de l'application. À l'inverse d'une application comme Facebook où on a tellement d'utilisateurs que on va avoir enfin voilà, des sources d'impact différentes. Pour autant, aujourd'hui, on a déjà travaillé sur des projets avec notamment des acteurs de l'automobile. Et en fonction des sujets, on a identifié des axes d'optimisation de l'impact environnemental de 5 à 15 Ce qui est intéressant derrière, c'est que ce gain environnemental, il est aussi pertinent d'un point de vue économique. Et donc là, c'est pareil, quel est le gain économique d'une bonne UX quel est le gain économique d'une optimisation d'une architecture eh bien, ça dépend d'une application à l'autre. Voilà, pour répondre à cette question. L'impact environnemental étant très majoritairement la conséquence de la fabrication des devices, faut-il investir sur l'éco-conception des applications? Eh bien, je vous remercie pour cette question. Je vous remercie pour cette question puisque souvent on a l'impression que l'impact finalement il est côté utilisateur. Et pour vous donner un exemple très concret, là encore on était côté Euromaster chez Euromaster et puis on se retrouve face à un écran qu'on a testé et l'affichage de l'écran n'était je crois que c'est à partir de l'iPhone 5. Pour les iPhones plus vieux, on avait un affichage qui était mauvais. L'affichage, ça ne se présentait pas bien, quoi. Eh bien, typiquement ici, faire le choix de l'éco-conception, ça va être faire le choix d'étendre la palette des terminaux qui vont être capables de lire, de bien afficher l'application et donc d'éviter le renouvellement des terminaux utilisateurs. Donc, c'est vraiment dans cette logique qu'il faut se positionner. L'un des éléments clés de l'éco-conception, ça va être de faire en sorte que l'utilisation des ressources du terminal ne soit pas contraignante, y compris pour des vieux terminaux. Donc, un moyen de tester pertinent va être de tester avec une connexion réduite, avec des terminaux anciens, etc. Donc, au contraire, à 200%, l'impact environnemental étant très majoritairement la conséquence de la fabrication des devices, il faut absolument investir sur l'éco-conception et se répartir la responsabilité de la fabrication des terminaux utilisateurs. Alors, nous n'avons plus de questions pour le moment. N'hésitez pas à en poster. Je regarde dans le chat si certains posent des questions. Non, pas encore. N'hésitez pas à envoyer vos questions.
Alors, les slides, vous les avez dans le Drive, il est accessible si vous souhaitez y revenir. Et puis, cette session est enregistrée, elle sera disponible en replay sur Livestorm si vous le souhaitez. Eh bien, écoutez, si vous n'avez plus de questions, nous allons clôturer cette session. Comme je vous l'ai dit, elle sera disponible en replay sur Livestorm. Merci à tous d'avoir participé et posé vos questions. N'hésitez pas à nous contacter, Jérémy ou moi, si vous le souhaitez, si vous souhaitez en savoir plus. Demain, à 13 h, nous aurons Jérôme de la Guilde d'Agile qui va interviewer Nicolas Matelli sur la mise en place de l'holacratie chez Orange. Et à 17 h, demain toujours, Fabien accueillera Jean-Pierre Sioni du groupe Vive pour nous parler de product management. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous pour la suite. Et bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. À bientôt.